Impeccable, super. Merci de votre présence ce matin pour cette table ronde consacrée à souveraineté populaire, démocratie, état de droit. Et je voudrais tout d'abord aussi remercier nos invités, les participants à cette table ronde, les 5 invités, Charlotte Girard, François Boulot, David Degouille, Benjamin Morel et Stéphane Rosès. Alors Charlotte Girard est maître de conférence de droit public à l'Université de Paris-Nanterre. Voilà, elle est ancienne responsable du programme de la France Insoumise. François Boulot est avocat exerçant en droit du travail et de la sécurité sociale. Il a été engagé dans le mouvement des Gilets jaunes, dont il a été un des porte-paroles. Il est l'auteur de 2 ouvrages, La ligne jaune, 2019, édition indigène, et Reprendre le pouvoir, 2021, aux éditions Les liens qui libèrent. Son ouvrage, que je vous invite à lire, qui est formidable. Voilà. David Degouille est chroniqueur. Il tient en particulier une chronique tous les samedis à 7h sur le site du journal Marianne. Il est aussi romancier, auteur de plusieurs romans, dont Leur guerre perdue, à propos d'une petite histoire du combat souverainiste, on va dire. Et il retrace le parcours de militant attaché à la souveraineté nationale. Il est le président exécutif de l'association des Amis de Coralie Delhomme, que nous connaissons bien. Et cette association qui a publié cet ouvrage remarquable avec plusieurs contributions, Georges Kuzmanovic, mais aussi Henri Guénaud, Marcel Gaucher, enfin c'est vraiment remarquable. Voilà. Benjamin Morel est maître de conférence en droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas et docteur de l'école normale supérieure Paris-Saclay. Alors il a publié Le Sénat et sa légitimité. L'institution interprète d'un rôle constitutionnel. Alors aujourd'hui, c'est un dimanche d'élection pour le Sénat. Voilà. Les bases du droit constitutionnel et récemment, cette année, la France en miettes. Voilà. Que je vous présente aussi, remarquable. Voilà, qui est une autre façon, on parle beaucoup de l'Union européenne, qui déconstruit l'État-nation, mais la décentralisation et le séparatisme régional est une autre façon de déconstruire ceci. Voilà, il s'apprête à publier en février 2024 un ouvrage intitulé « La réforme des institutions » aux éditions du Bordelot. Il est par ailleurs président du conseil scientifique de la Fondation Res Publica. La présidente est Marie-Françoise Bechtel, qui va intervenir tout à l'heure en dialogue avec Henri Guénaud, qui est présente parmi nous. Et la Fondation Res Publica a été longtemps présidée par Jean-Pierre Chevènement. Stéphane Rosès, alors, est politologue, ancien directeur général de l'Institut CSA, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, et président de la société CAP, Conseil, Analyse et Perspectives. A longtemps enseigné à Sciences Po Paris, à HEC, a participé autour de Jean-Pierre Chevènement à la création du mouvement des citoyens en 2011. Il est l'auteur d'un récent ouvrage, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, aux éditions du CERF. Son essai est le fruit d'une réflexion très personnelle, il va nous en parler, qui se présente sous la forme d'un entretien avec Arnaud Benedetti, qui est un ouvrage vraiment, vraiment remarquable, que je vous présente également pour terminer cette présentation. Voilà. Formidable. 20 €. Stéphane a aussi participé au livre de... Oui, absolument. Absolument. Bon, alors, on ne pourra pas jouer les prolongations comme on l'a fait hier soir à la table ronde, c'était très intéressant, mais là, pour le coup, il y a des limites dans le temps. Hein, on va avoir une discussion après, puis des gens vont partir. Simplement pour entamer le débat, en évitant, je le dis à nos invités, les longs tunnels, quoi, une intervention de 3-4 minutes, mais réagissez les uns aux autres, c'est bien. Souveraineté populaire, démocratie, état de droit. Le titre de notre table ronde souligne la mise en tension de l'exercice démocratique aujourd'hui entre souveraineté du peuple et état de droit, une mise en tension qui dépasse d'ailleurs le cadre de notre nation. De nombreux juristes, politistes, philosophes analysent cette évolution profonde qui voit désormais le droit, le juge, faire la loi, alors que jusqu'à présent, c'est quand même la loi qui faisait le droit. Nous sommes devant une révolution juridique qui ne dit pas son nom,
Révolution juridique portée en outre par une puissante dynamique du néolibéralisme. D'où mes deux premières questions qui peuvent s'emboîter. Face à cette révolution juridique, la nation comme communauté politique où s'exerce la démocratie, la souveraineté populaire, a-t-elle encore un avenir chez nous en Europe et plus largement dans la sphère occidentale? Mais la deuxième chose, c'est est-ce que la notion d'état de droit, avec la protection des droits individuels, est-ce qu'elle n'a pas bien des attraits sur toute une partie de la planète? N'est-elle pas un horizon souhaitable également pour une femme iranienne, par exemple, ou un homme chinois, un Ouïghour, par exemple? Voilà, c'est la première question que je pose sur cette mise en tension entre état de droit et souveraineté populaire sur l'exercice de la démocratie. Peut-être que Charlotte Girard, honneur aux dames, pourrait intervenir pour commencer. Bien, bon, c'est un baptême du feu sur la démocratie, sur la souveraineté populaire et l'état de droit. Bon, on va essayer en moins de 3 minutes. Merci beaucoup pour cette question et merci aussi aux organisateurs de ces journées de la souveraineté. Il me semble que, oui, cette question est absolument complexe et surtout très controversée, sachant que chaque terme a des significations très variées. Et justement, c'est l'enjeu principal, c'est de définir ces termes. Et personne n'est d'accord à peu près sur ces questions. Mais quand même, il y a certaines choses qu'on arrive, en tant que juriste en tout cas, à identifier. Et en particulier, vous disiez la loi, vous disiez le droit, et j'insisterai plutôt pour ma part sur la notion de loi. Et précisément, il me semble que c'est à travers la loi que la question de la légitimité du pouvoir politique, etc., se trouve confirmée. Ce que vous posiez d'abord la question, et je me rattache à ce fil-là, c'est la révolution juridique dont il serait question, où finalement le droit gouvernerait. C'est-à-dire, il y aurait une espèce de droit objectif comme ça qui s'appliquerait, etc., et qui ferait obstacle à la volonté du peuple, à la démocratie, à la souveraineté populaire. Et je pense que c'est cet ordre-là, ou cette hiérarchie-là, qu'il conviendrait de renverser et de revenir à des choses qu'on connaît tous, surtout en France, c'est-à-dire la puissance de la loi en tant que volonté générale, c'est-à-dire la volonté du peuple qui s'exprime en la forme d'une loi et qui donne la direction, qui exprime la volonté politique majoritaire. Et donc la souveraineté de l'État ne s'exprime logiquement qu'au travers de cet acte qui est l'acte de volonté générale, la loi. Donc effectivement, là on est en porte-à-faux complet dès lors qu'il s'agit de donner aux juges le pouvoir exclusif de faire les normes, même si, et moi je ne peux pas me départir de cette idée parce que je suis juriste et que je vois comment ça se passe, la loi n'est jamais donnée une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'elle est édictée à un moment donné, puis ensuite elle est interprétée dans le contentieux, dans le procès, etc. Bon, ben ça, voilà. Mais pour autant, ça ne fait pas alors c'est un petit peu compliqué encore, mais je vais m'arrêter là. Ça ne fait pas des juges les gouvernants prioritaires. C'est-à-dire que ce ne sont pas ceux qui doivent ordonner le texte initialement, ils n'en sont que les interprètes. Maintenant, est-ce que, pardon, mais il y avait un peu trop de questions dans votre demande, mais je ne sais pas si, vous voyez, si on discute de la souveraineté, il me semble qu'il faille d'abord discuter de la fabrique de la volonté populaire en forme de loi. Voilà, c'est de ça qu'il faut parler prioritairement. Merci. Peut-être Stéphane Rosès ou qui veut intervenir. Oui, effectivement, au fond, il y a deux questions. La première, est-ce que dans toutes les parties du monde, la loi et le droit fonctionnent de la même façon? Et d'autre part, ce que Charlotte Girard a commencé à énoncer clairement à juste titre, le fait que chez nous,
la loi, c'est-à-dire la décision des représentants du peuple, prime. Effectivement, je crois que dans le désordre actuel que nous connaissons dans le monde et en France, particulièrement d'ailleurs en France, il faut revenir aux fondamentaux de ce qui agit les peuples. On l'a vu lors de la crise du Covid, ce qui agit les peuples, c'est d'abord tous les peuples, quelles que soient les civilisations, c'est d'abord maîtriser collectivement son destin, avant même la prospérité, puisqu'on a arrêté les économies, et même avant même la défense des libertés individuelles qui ont été en France et ailleurs mis momentanément de côté ou de façon pérenne. Donc chez nous, en Occident et particulièrement en France, la souveraineté populaire, c'est l'idée que l'homme construit son destin au travers de représentants, et donc la loi et la norme doivent prévaloir dans le fonctionnement des sociétés. À l'intérieur de l'Occident, il y a deux traditions. Il y a la tradition des pays suffisamment sûrs d'eux-mêmes avec un contrat initial, communautaire ou contractuel ou historique, comme les pays anglo-saxons, où la part de la loi, la part du droit, de la règle, de la norme prévaut. Parce qu'au départ, dans l'identité des peuples, dans leur imaginaire, ils sont suffisamment entre eux conscients au départ de ce qui les ressemble pour que ce qui les anime soit la façon dont va s'organiser au travers de la norme et du droit les choses. La France, c'est tout le contraire. Au départ, il faut assembler des Celtes, des Latins, des Germains. Je prends ça parce qu'on est à Nîmes, ville romaine où l'Occident a été fondé sur l'idée qu'on pouvait être à la fois membre d'une communauté et avoir des us et coutumes singuliers, ce que permettait l'Empire romain et ce qui a fait l'évolution du christianisme d'ailleurs. Et donc en France, pour rassembler des Celtes, des Latins, des Germains, au centre, chez nous, il y a le politique. Le politique. C'est-à-dire que la monarchie va se constituer au travers de la figure du monarque avec la centralité de l'État. La France va se constituer autour de l'État monarchique. Et la République n'est que le prolongement sous une autre forme politique de ce processus, et l'État précède la nation. Donc ce qui nous tient ensemble, ce sont des disputes politiques communes qui se tiennent ensemble par le politique. Et un politique vertical, hétéronome, pour tenir ensemble les Celtes, les Latins, les Germains, et depuis tout ce qui arrive. Or, et c'est le sujet, l'Union européenne est bâtie, elle, au contraire, sur le respect de procédures et de normes. Voilà pourquoi l'État français, qui accompagne le néolibéralisme de Bruxelles, mène des politiques et au travers de gouvernances néolibérales contraires à l'imaginaire de la nation. Voilà pourquoi nous sommes les plus pessimistes au monde. Ce n'est pas du tout pour des raisons économiques et sociales. Nous sommes encore dans une situation avantageuse et enviée à l'extérieur. C'est pour des raisons politiques
culturelle, politique, nos façons d'être et de faire, qui est de construire l'avenir par des disputes politiques communes, est contrecarrée par un État qui dit non, non, pour survivre, il faut respecter des règles. Et ces règles sont fondées sur la norme et le droit. Et en France, institutionnellement, le processus est parti dès les années 70 par des gens comme Giscard d'Estaing, déjà inspirés par cette pensée du droit devant peu à peu se substituer à la loi. Merci beaucoup Stéphane Rosès, qui vient de rappeler que la France est une construction politique. Il n'y a pas de race française, ça n'existe pas. Construction politique, c'est l'État qui a fait la nation. Du coup, on le voit bien, l'État, normalement, est au service de la nation. On parle toujours de Charles de Gaulle, mais pour Charles de Gaulle, c'était intimement lié. L'État était vraiment au service du peuple, de la nation. Or, aujourd'hui, on le voit bien, la tête de l'État répond à d'autres injonctions que celles de la nation, à des injonctions qui viennent d'ailleurs. Alors, peut-on encore parler de souveraineté populaire en France ? Et comment faire vivre cette souveraineté populaire en France ? Qui veut commencer à répondre à cette question, à laquelle chacun pourrait répondre ? Alors David Degouille. Ouais. Quand j'étais étudiant à la fac de droit de Besançon, il m'arrivait de passer devant l'hôtel de ville, puis au fronton de l'hôtel de ville de Besançon, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà à Besançon, il y a inscrit 4 mots, la nation, la loi. Et en fait, le problème là, c'est qu'aujourd'hui, la nation ne fait plus la loi. La loi, elle est faite ailleurs. Et effectivement, la souveraineté populaire sans la souveraineté nationale, en tout cas en France, pour les raisons qui ont été expliquées notamment par Stéphane, on est une construction politique. Donc la souveraineté nationale et la souveraineté populaire sont indissolublement liés. À partir de là, on a depuis 30 ans une droite qui a lâché la nation et une gauche qui a lâché le peuple. Donc on a perdu la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. En plus, ces gens qui ont lâché, qui dirigeaient la droite, qui dirigeaient la gauche, à la fin, se sont fusionnés pour ne pas perdre le pouvoir dans la Macronie. On est dans cette situation-là. Alors on va remonter à une date très importante dans notre histoire politique contemporaine, qui est le 29 mai 2005. Hier, on a beaucoup parlé du traité de Lisbonne, la trahison de Lisbonne. C'était un traumatisme, c'est vrai, notamment pour nous qui pensons de cette façon. Mais ce n'est rien du tout. Il faut vraiment que vous intégriez ça. Ce n'est rien du tout à côté du traumatisme qu'ont subi ces gens le 29 mai 2005. C'est-à-dire qu'il y a un Américain, Christopher Lasch, qui avait écrit un livre qui s'appelle « La sécession des élites ». Mais on est exactement là-dedans. Ces gens, le 29 mai 2005, se sont dit « on ne peut pas laisser le suffrage universel aller à l'encontre de ce qui est raisonnable », avec des grosses guillemets de ma part. Ils sont vraiment traumatisés. Et depuis, vous avez remarqué, ils ne vous ont plus jamais interrogé. On a eu 3 présidents de la République, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, qui ne vous ont jamais redonné la parole. Alors, dernièrement, il y a eu des c'était assez drôle, on a vu Olivier Véran venir nous parler de préférendum. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, c'était un peu flou, c'était une espèce de QCM, on devait répondre « je t'aime un peu passionnément » à la folie, pas du tout. Enfin voilà, c'était un peu comme dans un sondage. Alors, j'ai aucun mépris pour les sondages, hein, Stéphane, tu le sais. Mais en fait, un sondage et un référendum, vous savez très bien que ce n'est pas la même chose, puisque un sondage, les sondages en octobre 2004, ils donnaient le oui vainqueur à 70%. Hein. Donc il y a depuis, entre les deux, il y a une campagne électorale, il y a une délibération collective, et c'est cette délibération collective dont ces gens ont peur.
Voilà, c'est de ça. C'est pour ça qu'il voudrait vous faire faire, Véran, il veut vous faire répondre à un sondage tout de suite en cochant des cases. Et ce qu'il faut reprendre, il faut reprendre absolument le contrôle en imposant le référendum à nouveau. Alors, pas forcément, je pense que c'est plutôt François qui parlera de ça, et on aura peut-être un débat là-dessus. Mais il faut absolument que le peuple soit à nouveau interrogé sur son destin et qu'il reprenne le contrôle. Merci David. Voilà. Reprendre le pouvoir, François Boulot. Vous avez écrit un ouvrage, Reprendre le pouvoir. Merci David. Alors comment fait-on pour reprendre le pouvoir ? Non, mais ce qui est génial, c'est qu'on ne s'est pas du tout concerté entre nous. Et là, je veux dire merci David pour ton intervention, parce que j'allais partir exactement là-dessus. Donc je pense que la transition est toute faite grâce à toi. On parle beaucoup là de souveraineté populaire et de démocratie, mais pourquoi on en parle autant ? Moi, je croyais qu'on était en démocratie. Non, on n'est pas en démocratie ? Ah, on n'est pas en démocratie. Bah oui, pour la raison que David a dite. En tout cas, le fait marquant qui, a priori, a levé le voile, levé l'illusion qu'on était en démocratie, c'est effectivement le résultat du vote de mai 2005 sur le traité constitutionnel européen, et où très clairement, la France est sortie de la trajectoire démocratique, puisque les gouvernants se sont dit « Ah oui, non, en fait, le peuple, ça va pas du tout. Il faut surtout pas l'interroger parce que il est con, hein, il est stupide, il sait pas ce qu'il faut faire. Nous, on sait mieux que lui. Et donc maintenant, on va plus l'interroger. » Donc effectivement, c'est la raison pour laquelle il n'y a plus de référendum. Alors, évidemment, dans le mouvement des Gilets jaunes, il a été demandé le référendum d'initiative citoyenne. Je ne vais pas rentrer dans les débats techniques là-dessus. C'est pas intéressant parce que ce qui compte, c'est d'abord est-ce qu'on pourrait obtenir en fait, d'une manière générale, aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, que le peuple puisse avoir un moyen d'intervenir directement dans la démocratie. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans la question. Cette question-là, elle se suffit parce qu'en l'état, évidemment, comme les élites ont décidé de gouverner sans le peuple, elles ne donneront jamais le RIC. Elles ne donneront jamais. Et l'argument, c'est de dire non, mais attendez, on ne va quand même pas donner le pouvoir aux gens. Vous voyez bien qu'ils sont beaucoup trop stupides. Alors, bon, la question, honnêtement, on peut y réfléchir. Mais on aurait quand même envie de leur répondre. Les gars, vu le résultat que vous avez produit depuis 40 ans, a priori, on ne peut pas faire pire que vous. Hein. Donc, parce que là, on va prendre tous vos indicateurs, hein, la dette, la croissance, le déficit, la balance commerciale, etc. Tout est dans le rouge. Tout, c'est pas compliqué, on atteint des records historiques dans le rouge. Vous êtes des nuls en fait, vous êtes des clowns, vous vous présentez depuis des années comme des gens sérieux, responsables, qui font de la saine gestion budgétaire, etc. Moi j'adore, hein, ça fait quand même des années que dans le débat, ils nous expliquent, oui, il faut réduire les déficits. Donc déjà, réduire les déficits, vous n'annulez pas le déficit. Sémantiquement, réduire un déficit, c'est juste, je vais moins perdre d'argent que l'année précédente. Mais je vais toujours perdre de l'argent, donc je vais toujours augmenter la dette, déjà. Mais surtout, ils n'arrivent pas du tout à réduire le déficit. Tous les ans, le déficit, il augmente, et on atteint des records. Alors après, il est vrai que, bon, ça ne suffit pas de dire qu'ils sont mauvais. Est-ce que le peuple, lui, est compétent ? Pas vraiment non plus. Il faut quand même être honnête. Ici, on n'est pas entre gens normaux. Vous n'êtes pas normaux, nous ne sommes pas normaux. Nous sommes un dimanche matin en train de parler de politique, de souveraineté, d'Union européenne, etc. Dans la vraie vie, les gens, ils ne parlent pas de ça, en fait. Dans la vraie vie, ils ont un travail, ils ont des enfants, ils ont des problèmes à gérer. Et en fait, la politique, ils y consacrent 5 minutes au moment des présidentielles pour se dire, tiens, lui, il a une bonne tête, allez, je vais plutôt voter pour lui. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est vrai qu'on part quand même de très, très loin. Et moi, le RIC, ou cette idée d'intervention du peuple dans la démocratie, elle m'intéresse uniquement si, en fait, c'est un moyen de motiver les gens pour qu'ils travaillent, qu'ils élèvent leur niveau de conscience et qu'ils comprennent en fait les causes qui sont en train de produire le désastre, alors, en tout cas le déclin dans lequel on est plongé. Vous parlez du RIC, mais en substance. Est-ce que vous pouvez le présenter, mais en substance simplement? C'est quoi le RIC? C'est très simple. Rapidement. Le RIC, c'est la possibilité qu'on donnerait aux gens de pouvoir initier un référendum. C'est-à-dire qu'en l'état, il pourrait y avoir des référendums, mais c'est à l'initiative du pouvoir, et notamment du président de la République. Ou sinon la procédure de référendum d'initiative partagée, qui a été une fois lancée sur la privatisation de l'aéroport de Paris. Mais enfin bref, on a bien vu, c'est même pas allé au bout parce que c'est hyper compliqué. Donc là, le RIC, c'était l'idée que les gens, moyennant, c'est la forme dont on parle le plus souvent, un certain nombre de signatures, 1 million par exemple, 1 million de signatures, et ça permet d'imposer au pouvoir le déclenchement d'un référendum avec une question précise.
Voilà, ce serait ça en fait le RIC. D'accord. Mais il faut bien comprendre que les élites ne nous le donneront jamais de bon cœur. Et si elles ne le feront pas, c'est parce qu'on est plongé dans la lutte des classes. Et qu'il y a des rapports de force qui s'imposent à nous, que la classe dominante qui détient le pouvoir économique, je veux dire, elle, tout va bien pour elle. Parce que quand je vous dresse le tableau où tout est dans le rouge, vous inquiétez pas. Hein. Pour les grandes entreprises, ça, le dividende, les distributions de dividendes, on est aussi dans des records. Donc ça va très mal pour 99% des gens, mais vous inquiétez pas, pour les 0,1, ça va très 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 bien. Merci François Boulot. Benjamin, merci. Alors, sans entrer trop dans la technique, mais est-ce qu'il y a des moyens, on va dire, juridiques pour reprendre le contrôle, Benjamin Morel? Quelles pourraient être les initiatives? Alors peut-être réactiver le référendum, certainement, une assemblée constituante, une 6e République, le RIC, ou d'autres choses plus simples. Henri Guénaud nous parle de l'écran législatif, la loi écran. Alors, traiter tous ces sujets en 5 minutes va être un petit peu compliqué. Alors, pour répondre rapidement sur la 6e République ou la 5e, il ne faut pas s'attacher à un ordinal. Là, pour moi, on est dans le slogan politique. L'important, c'est qu'est-ce qu'on fait. Et donc, la 6e République ne se suffit pas à elle-même, comme la 5e pour la 5e n'est pas non plus suffisante par rapport à elle-même. Je crois que le mal, il est plus profond. Et je vais rebondir en partie sur la question du RIC, mais également sur la question de l'état de droit. J'ai été très marqué ces derniers mois par les débats que nous avons eus sur la question de la consolidation de l'IVG. Attention, je suis fondamentalement favorable à l'IVG, il n'y a aucune question là-dessus. Mais d'où vient ce débat? Ça vient du juge américain. On a la Cour suprême américaine qui nous dit l'IVG, en fait, je ne rentre pas dans les détails, non pas je l'interdis, mais en fait, je laisse aux États membres de l'Union le soin de décider si c'est ou pas légal. Décision du juge, interprétation du juge, contestable peut-être, mais c'est une décision du juge. Réponse en France, vite, constitutionnalisons l'IVG. Donnons au Conseil constitutionnel la capacité d'arrêter le méchant peuple, d'arrêter le méchant législateur qui, demain, pourrait mettre en cause l'IVG. On répond à la décision qu'on peut contester d'un juge en donnant du pouvoir au juge, en faisant du juge le gardien de nos libertés. Et donc là, il y a une question. Est-ce que le gardien de nos libertés, c'est plus le peuple, Ce qui, d'ailleurs, il l'est dans les constitutions à la fois girondines et montagnards. Le droit à l'insurrection, c'est le droit pour le peuple de se défendre contre une violation de la Constitution par ses gouvernants. Ou est-ce que ça doit être le juge? Le problème, c'est que le juge, comme ça a bien été dit, il ne fait pas qu'appliquer les textes, il les interprète. Et plus vous lui mettez des choses floues, d'ailleurs, plus il est contraint à interpréter. Et là, il y a une forme de naïveté juridique. On met dans les traités européens, on met dans la Constitution des normes qui vont être extrêmement floues, et ensuite on attend du juge qu'il les interprète. On donne du pouvoir au juge, et le juge le prend. Donc, on a là, je dirais, une réaction qui est une réaction assez problématique d'un point de vue démocratique. Et on se garde de quoi? On se garde justement de ce méchant peuple, parce que le peuple pourrait mal décider, parce que le peuple va voter sans conscience. Lorsqu'on va le consulter par référendum, il votera, mais il votera contre le chef de l'État, il votera par humeur, il votera en réalité pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le texte. Or ça, c'est pas vrai. Prenez le référendum de 2005. Moi, c'était ma première campagne, j'étais tout petit à l'époque, mais je viens d'un milieu très très populaire. Et je me souviens à l'époque de mes parents, ma mère notamment, qui votait Chirac parce qu'il touchait le cul des vaches, et je ne vous donnerai pas ces derniers votes, c'est très éclectique et pas très très cohérent. Elle ne s'intéresse pas à la politique. Mais là, je l'ai vu acheter l'Humanité, Le Monde et Le Figaro, et pendant une semaine, potasser. Dire que les Français ont voté non au TCE parce qu'ils ont voté contre Chirac, c'est faux. Prenez 3 enquêtes. Enquête CSA de novembre 2004 et de mars 2005. Le oui à la Constitution européenne passe de 65 à 45% dans les enquêtes. Enquête Ipsos, code de popularité de Jacques Chirac, novembre-mars, il est toujours à 36%. Donc, ce n'est pas un vote contre Chirac. Il y a à l'époque une politisation de l'opinion. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est extrêmement important. La République, c'est quoi? La République, ce n'est pas d'abord des institutions dans lesquelles il n'y a pas un roi. Oui, c'est ça aussi. Mais la République, telle que c'est envisagée au XIXe siècle par les républicains, c'est la formation du peuple. C'est un peuple émancipé par l'information, par la connaissance et par la formation qu'il a à devenir un citoyen éclairé. Ça passe par l'école, mais ça passe également par le débat public. C'est ça qu'on a connu en 2005.
On a des gens qui se sont formés, qui ont réfléchi et qui ont voté en conscience. Et c'est ça fondamentalement la démocratie. C'est pas en effet le référendum où vous choisissez, vous avez une sorte de QCM, ah bah ça je suis plutôt pour, ça je suis plutôt contre, etc. Et ensuite vous donnez des grandes orientations sans réflexion aux gouvernants. Non, c'est une politisation sur un enjeu qui permet au peuple de décider en conscience. Et ça évidemment, c'est beaucoup plus problématique parce que lorsque vous le foulez aux pieds, eh bien, vous créez un traumatisme démocratique. C'est d'ailleurs pas le seul référendum qui a été foulé aux pieds. Tous les référendums ces dernières années ont été systématiquement foulés aux pieds. Vous avez eu la gentillesse de présenter mon livre. Référendum en Corse en 2003, collectivité unique. Les Corses n'en veulent pas. Finalement, ils l'auront par un amendement de nuit à la loi NOTRe. Collectivité européenne d'Alsace, les Alsaciens n'en veulent pas en 2013. Ils l'auront quand même en 2019. Notre-Dame-des-Landes, la population est pour. Il n'y en aura quand même pas. Donc vous voyez que les réflexions populaires vont être systématiquement foulées aux pieds, quand bien même elles auraient été pensées, construites. Et ça, en effet, c'est très problématique. 2 mots sur le RIC. Il ne faut pas non plus avoir peur du RIC. Parce que je recommence sur l'IVG. La Cour suprême américaine remet en cause, en effet, les fondements des garanties de l'IVG. Mais ensuite, il y a des référendums dans les États. Vous n'avez aucun État qui a interdit l'IVG via un RIC. Et pourtant, il y en a eu. Il y a des RIC aujourd'hui dans la plupart des États américains. Il y a des RIC dans beaucoup de pays européens. Il y a des RIC en Italie. RIC en Italie qui implique 500 000 signatures. Rien à voir avec nos 4 900 000 du référendum d'initiative partagée, etc. Quand vous demandez l'avis au peuple, force est de constater qu'il y a eu des référendums sur ces sujets, il n'a jamais attenté aux droits individuels. Les retours sur les droits individuels, ces sacro-saints droits individuels dont le juge doit absolument être la force préservatrice, eh bien, en règle générale, lorsqu'on retourne en arrière sur ce sujet, c'est plutôt les gouvernants, voire les juges, et historiquement, c'est jamais le peuple. Merci Benjamin Morel. Alors, la perte de souveraineté de la France est-elle factuelle ou est-elle le faux-nez du renoncement de nos politiques, leur soumission au dogme de Bruxelles ? Je ne suis pas juriste, mais les traités européens sont en effet supérieurs à la loi, mais ils ne sont pas la constitution de chaque nation qui possède, suivant la Cour de Karlsruhe, la compétence de sa compétence. In fine, on est toujours souverain. Bruxelles, combien de divisions ? Au fond, n'est-ce pas le pire dans notre nation, qui est très politique, qui s'est construit sur le politique, c'est l'État qui a fait la nation, que d'entendre des élites politiques dire au quotidien, c'est la réalité, leur impuissance. Charlotte Girard, sur cette... C'est encore moi qui commence. Ouais. Non, mais c'est le rôle le plus difficile, vous le savez. C'est le sale boulot. Merci. Bon, alors, cette histoire de perte de souveraineté, même le mot me dérange. C'est-à-dire qu'en fait, la souveraineté, ça ne se perd pas. Ou ça se conquiert, ou ça se transmet, ou ça se confisque. Mais on ne la perd pas au sens où j'ai perdu ma souveraineté. Bon. Donc c'est l'histoire d'un rapport de force, ce que disait très bien François Boulot. Et donc ce qui se passe par rapport à la souveraineté européenne ou la souveraineté en France, c'est un consentement de gouvernants à un moment donné de transférer une partie de la souveraineté d'ailleurs, parce qu'en réalité, elle ne se perd pas. Elle réside toujours, si on le veut bien, dans l'État ou dans la nation ou dans le peuple. Enfin, voilà. Après, c'est une histoire de conception aussi. Donc, je suis très gênée par cette idée qu'on aurait perdu comme ça notre souveraineté. Non, elle a été à un moment donné cédée, concédée et exercée d'une manière alternative à la façon traditionnelle qu'on avait de l'exercer. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui, à mon avis, doit faire l'objet au minimum d'un débat, mais ne jamais considérer, que la souveraineté est perdue pour toujours, que la souveraineté, c'est quelque chose qui s'octroierait, c'est-à-dire qu'on en hériterait, je sais pas, par magie ou par héritage, j'en sais rien. Non, c'est l'affaire d'une volonté.
voilà, qui s'exprime et qui se débat, qui se discute, etc. Donc voilà, moi je suis très très gênée par cette idée, parce que sinon on devient finalement soumis à un ordre des choses ou à des choix qui ne sont pas les nôtres. Et donc on revient à nouveau sur tout ce que vous avez dit, sur la question de la manière dont le peuple aurait été dépourvu, privé de sa souveraineté d'une manière presque passive. Or, non, ça a été une lutte acharnée, on l'a bien vu. Il y a eu une expression, la dernière d'entre elles, je veux dire au niveau national, pas les référendums locaux qui sont aussi des expériences douloureuse en matière de piétinement. Mais pour autant, depuis 2005, il y a eu une espèce de blackout, enfin de glaciation totale, où précisément les gouvernants se sont dit on ne peut plus partager. C'est-à-dire qu'on ne peut plus partager. Il y a une forme pas de privatisation, mais en tout cas d'exercice oligarchique de cette souveraineté réputée appartenir à la France, à l'État. Merci. Stéphane Roset, sur cette question, Lionel Jospin qui dit au peuple « l'État ne peut pas tout faire », c'est étrange, non, pour un homme de gauche de parler ainsi? Oui, alors, ça c'est la question effectivement de la souveraineté populaire, parce que dans la souveraineté, il y a deux dimensions articulées. Il y a la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Elles sont articulées. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la désarticulation. Quand Lionel Jospin dit « l'État ne peut pas tout », il dit aux Français, au fond, arrêtez de nous faire des demandes parce qu'on n'a plus d'outils. Alors, la souveraineté populaire, c'est la prise des gouvernés sur les gouvernants. La souveraineté nationale, c'est la France doit décider de ce qui la concerne. Là où nous en sommes arrivés aujourd'hui est le processus d'un long dessaisissement d'abord de la souveraineté nationale. Alors on peut dire, c'est juste, des forces, des intérêts, l'ultralibéralisme, la conception d'une Europe où le coût du travail est trop cher par rapport aux autres, il faudrait abaisser le coût du travail, donc les rapports sociaux, les rapports de classe, comme disait François Boulot. Ces questions-là, évidemment, sont des questions qui travaillent les sociétés et la nôtre. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est pas l'ultralibéralisme, c'est le néolibéralisme, ce qui est très différent. Le néolibéralisme, c'est une forme politique où on dévolue à des instances échappant à la souveraineté de la nation le choix de mettre en place des gouvernances. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en France? Car nous avons, nous, Français, une part très grande de responsabilité dans le fait que l'Europe soit devenue néolibérale. Pourquoi? En France, pour que se déploie la dispute politique commune, il faut un débouché à notre dispute pour rassembler les Celtes, les Latins, les Germains, les patrons, les ouvriers, et pour faire des citoyens. Ce débouché, c'est la souveraineté nationale. C'est le fait que l'on puisse, comme le disait Malraux, embrasser le monde. Les Français ont besoin de se projeter dans le temps, le progrès et l'espace, le vaste monde jusqu'au Niger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Français, du fait de notre imaginaire universaliste, nous avons construit une Europe néolibérale, ceux de gauche pensant lutter ainsi contre l'ultralibéralisme, et les libéraux oubliant ce qu'est le libéralisme. Dès les Lumières, nous rappelle Alain Supiot, il y a un débat parmi les gens des Lumières. Il y a
Montesquieu qui dit « La loi doit découler des us et coutumes des peuples ». Et il y a face à lui, après, Condorcet qui dit « Pas du tout, c'est des vieilleries, les us et coutumes des peuples. La vérité étant une, c'est un mathématicien. La raison étant une, la loi doit être la même dans tous les pays. » Eh bien, c'est Condorcet qui, dans l'imaginaire français, l'a emporté sur Montesquieu. Et quand Mitterrand, pour convaincre les Français à Maastricht, dit « La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir », quand Macron dit « Il y a une souveraineté nationale et il y a une souveraineté européenne », Mitterrand est cru encore parce que les Français voient le monde et l'Europe comme la France en grand, comme notre universalisme. Donc nous, Français, par confusion intellectuelle et du fait de notre imaginaire, nous avons nous-mêmes mis en place le néolibéralisme qui fait que dorénavant, l'État qui accompagne Bruxelles se retourne contre l'imaginaire de la nation. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il faut être très clair sur les diagnostics. On y viendra tout à l'heure sur 5e, 6e République. Je suis un opposant farouche à la 6e République. Le problème de notre pays est le dysfonctionnement de nos institutions. Ce n'est en aucun cas les institutions qui ne sont que l'articulation entre l'État et la nation. Si tout dysfonctionne, c'est du fait du contournement de la souveraineté nationale. Tout simplement, le cœur du problème, le cœur de la crise française et de la crise européenne, c'est que l'Europe, c'est un assemblage de peuples divers qui font du commun. C'est Montesquieu qui a raison et non pas le pape qui a raison, évidemment, de défendre les migrants. Et moi, je suis un chrétien, je défends le migrant, mais qui a tort de critiquer les frontières en Europe, qui a tort de critiquer le modèle d'intégration républicaine, parce que, outre le fait qu'il ne tient plus sa mission évangélique et qu'il fait de la politique, il se trompe sur ce que sont les peuples et il se trompe sur ce qu'est l'Europe. Donc, le problème de tous nos problèmes viennent de l'illusion néolibérale qu'on allait construire une Europe sur des procédures économiques, alors que l'Europe, c'est depuis Mare Nostrum, la diversité des peuples avec leurs frontières qui font du commun. C'est ça la pensée occidentale, c'est ça la civilisation, c'est ça qui se déstructure, c'est ça la décivilisation et le chaos vers lequel on arrive. Merci beaucoup Stéphane Rosès. Qui veut réagir peut-être? David Degouille. Je suis assez largement d'accord avec ce qui a été dit auparavant. Alors pour Maastricht, quand même, Mitterrand il gagne, mais ça passe pas loin quand même. 51-49, c'est quand même, ça passe au rasoir. Hein. Vraiment dans la dernière ligne droite. Alors, on n'a pas, il y a effectivement la souveraineté, il y a par rapport à l'Union européenne. Et bon, en tant que président exécutif de l'association des Amis de Coralie Delhomme, je ne dirais pas l'inverse, parce qu'on sait comment Coralie avait démonté dans ses livres et dans ses articles la machinerie européenne. Mais même y compris en France, sur les 30-40 dernières années, on a quand même bien aussi déshabillé l'État. Je ne sais pas si Florence est dans la salle, venait hier. Notre ami William Abitbol avait une phrase en début des années 2000, au moment où il y avait l'histoire de Corse. Ça sonnera très bien à l'oreille de Benjamin. Il avait eu une phrase, il dit « À Bruxelles, j'enlève le haut et le bas à Ajaccio ». Voilà.
C'était l'humour de William. Mais il y avait de ça, c'est-à-dire que toutes les expérimentations dont parle Benjamin dans son livre, sur le fait qu'effectivement on fait des expérimentations dans les collectivités, la différenciation, etc. On a vu encore un exemple avec Valérie Pécresse cette semaine. Donc voilà. Et puis il n'y a pas seulement la décentralisation de l'Europe, il y a aussi toutes les fameuses autorités administratives indépendantes. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait pour enlever du pouvoir à l'expression du peuple, on l'a fait. Moi, je vois pas pourquoi, c'est plus le CSA, c'est l'ARCOM, c'est ça, vient réglementer l'expression, la liberté d'expression en France. Enfin, ça relève du législateur. Voilà, on a multiplié toutes les organisations, alors là, pour éloigner le pouvoir du peuple. Les grandes agglomérations, les très grandes régions qui ne correspondent plus vraiment à des contours démocratiques. Enfin voilà. La nation, pourquoi on accepte Du coup, David, on va... Je continue mon raisonnement. Pourquoi on accepte la loi de la majorité ? Pourquoi la minorité accepte la loi de la majorité ? C'est parce qu'il y a un sentiment d'appartenance fort. Donc dans une région qui a des contours qui sont improbables, comme celle de François Hollande, pourquoi la minorité accepterait la loi de la majorité ? Pourquoi un Poitevin accepterait la coalition d'autres Aquitains contre les Poitevins ? C'est un problème important, le contour. Bien sûr. Voilà. Alors du coup, tu me tends la perche parce que effectivement, mercredi dernier, 20 septembre, le Conseil régional d'Île-de-France, présidé par Valérie Pécresse, qui a été la candidate de la droite aux élections présidentielles, a voté une délibération pour, je cite, un choc de décentralisation. Il s'agit, dans la foulée de la loi 3DS, vous savez, de demander à l'État le transfert de 40 nouvelles compétences. Cela va du SMIC régional, là, on nomme les profs, etc. Bon. Donc, les enseignants, etc. Alors, rapprocher la décision du citoyen, la décentralisation, est-ce que cela va dans le sens de la souveraineté populaire ? Après tout, c'est plutôt sympa de rapprocher la décision du citoyen. Benjamin Morel, vous qui avez écrit « La France en miettes », ou est-ce que ça contredit la souveraineté populaire ? Tout dépend ce qu'on entend par décentralisation en réalité. Donc, pour inscrire ça un peu dans le débat, l'État a une valeur instrumentale. Il ne faut pas faire de l'État un objectif. L'État, c'est l'instrument par lequel le peuple agit sur son propre destin. C'est donc un instrument de souveraineté. Si jamais cet instrument devient dysfonctionnel, on rentre en crise en réalité de régime. Parce que si je ne peux plus agir directement sur mon propre destin, soit je me replie sur ma petite communauté, soit je tente d'autres voies. Quelle est la ressource du succès du juge actuellement ? Si je suis une association, qu'est-ce qui est le plus facile ? Faire passer une proposition de loi ou m'adresser au juge ? La réalité, c'est que si je m'adresse au juge, j'ai plus de chances de déboucher. Donc, vous voyez qu'on a une crise de l'instrument. Et ce crise de l'instrument fait que croire encore en un destin collectif, à une capacité d'agir sur le réel, devient plus difficile. Et là-dessus, vous allez avoir en effet des replis qui vont être des replis locaux. Et je réponds à votre question. La décentralisation, j'aime pas vraiment ce mot, parce qu'en fait, ça qualifie un processus, pas un objectif. Historiquement, le fait qu'on ait des pouvoirs locaux, le fait que ces pouvoirs locaux puissent en effet agir sur le réel, c'est quelque chose qui est à la base de la République. La République, c'est l'État et la commune. Et au XIXe siècle, on va considérer en effet, parmi les républicains, que les échelons locaux vont pouvoir être des échelons pertinents pour pouvoir agir sur le réel. La décentralisation telle qu'elle est envisagée, c'est la démocratisation des politiques publiques. Seulement, quand vous jugez que l'instrument n'est pas efficace, pas lisible, pas clair, et que vous ne savez pas exactement pourquoi vous votez lors des élections locales, vous avez d'un côté une abstention et puis de l'autre une volonté pour les élus, soit de parier, et c'est l'un des thèmes du bouquin, sur une vision identitaire qui va s'appuyer, qui plus est, sur des soubassements idéologiques, qui va faire de la France l'ennemi, en reprenant des traditions très très anciennes qui datent en réalité la plupart du temps des années 20, ou bien vous allez dire, écoutez, voilà, moi, élu, et c'est tout le piège de la différenciation,
je vais demander plus de compétences, et en demandant plus de compétences, eh bien, je vais pouvoir changer votre réel parce que, regardez, l'État est méchant, l'État est inutile, moi je peux. Et donc là, en effet, on rentre dans une logique qui est une logique fondamentalement dangereuse. Le pouvoir local, en soi, il n'est pas dangereux. Qu'on puisse avoir un levier financier et une capacité d'agir sur la vie des citoyens, ça, c'est parfaitement républicain et c'est parfaitement compatible avec l'unité nationale. Qu'on rentre en revanche dans un jeu de surenchère auquel se livre aujourd'hui Valérie Pécresse, ça, c'est fondamentalement plus dangereux et ça montre que là-dessus, on est en perte de vision d'un destin collectif. Lorsque vous considérez une seule proposition qui est une avancée, qu'il faut augmenter le SMIC en Ile-de-France de 9%. Je suis francilien, donc je suis content. Faire augmenter l'échelle des salaires, c'est merveilleux. Ça permettra aux provinciaux de plus taper sur Paris. Mais en réalité, c'est méconnaître l'intérêt national. D'où vient la relative égalité territoriale en France aujourd'hui? Prenez les analyses notamment d'un géographe qui s'appelle Laurent Davzy. Vous allez me dire, ça vient peut-être de la péréquation, ça vient du rôle de l'État, très indirectement en réalité. La principale source d'égalité territoriale en France, c'est les pensions, notamment de retraite, et le SMIC et les traitements des fonctionnaires, qui sont égaux sur l'ensemble du territoire. Ce qui fait que des territoires en difficulté vont pouvoir avoir des ressources économiques qui vont permettre au commerce de tourner, etc. Lorsque vous dites « j'augmente le SMIC en Ile-de-France et donc je le maintiens ou je le baisse dans des territoires où on va payer moins cher en termes de loyer, etc., vous rompez l'égalité territoriale et vous rompez la solidarité nationale. Vous savez, en Catalogne, en Lombardie, l'une des premières revendications de ceux qui ont voulu rompre, qui peut-être y arrivent, l'unité nationale espagnole ou italienne, c'est « on ne paiera pas pour le Mezzogiorno ». Abandon le fédéralisme fiscal italien. On ne va pas quand même payer pour l'Andalousie. Ces gens ne sont pas comme nous. L'égoïsme qui est en train de se développer aujourd'hui, ça peut être la tombe de la nation. Merci Benjamin Morel. Alors, il est déjà... Oui, pardon, François Boulot, pardon. En fait, c'est pas mal. L'ordre se fait vraiment très bien parce que, du coup, on a beaucoup parlé des constats. Désolé, Charlotte. Ça, c'est comme dans la vie. Il y a des grandes injustices. On a fait les constats, les diagnostics, et moi, justement, je voulais plutôt essayer de répondre à la question comment on fait pour retrouver la souveraineté populaire. Et je veux essayer de répondre à cette question. Évidemment, je vous spoil tout de suite, je n'ai pas la solution miracle, évidemment. Mais il me semble qu'ici, on est quand même sur une tentative de solution, avec l'idée sous-jacente, me semble-t-il, de faire l'union des souverainistes, l'union des souverainistes des deux rives. Bon. C'est le débat d'après. Ouais, et du coup, j'anticipe sur le débat d'après, mais c'est pas grave, parce que j'ai envie de donner mon avis là-dessus. Pour ce qui va suivre, je préfère vous poser tout de suite le décor. J'ai pas d'opposition de principe, et je viens d'une famille de droite gaulliste. Pour ce qui va suivre, c'est important. Est-ce que vraiment on peut faire l'union des souverainistes en l'état? Malheureusement, je ne crois pas. Je dis bien en l'état parce que pour moi, dans la vie, rien n'est figé. Mais en l'état, il me semble qu'il y a quand même des désaccords profonds et qui sont, à mon avis, indépassables. En l'état. La souveraineté, c'est un moyen. Ça n'est pas une fin en soi. Quand on parle de souveraineté, là, j'entends la souveraineté nationale, c'est ça que j'ai en tête. Tu le disais Stéphane, effectivement, c'est le point majeur, c'est que la France, ayant abandonné sa souveraineté nationale à l'Union européenne, nous ne sommes plus maîtres de notre destin, et c'est très largement ce qui est en train de causer le dépérissement de la France. Maintenant, est-ce qu'on peut faire une union politique simplement sur la base d'un accord qui serait « retrouvons notre souveraineté ». Je ne pense pas, parce que nous retrouvions simplement le moyen d'agir, mais si nous ne nous mettons pas d'accord au sein d'une force politique sur nos intentions et nos objectifs finaux, nous n'aurons pas de puissance, nous n'aurons pas de force politique, et sitôt d'ailleurs que cette force politique arrivera au pouvoir, elle se diviserait immédiatement, parce que les clivages qui traversent aujourd'hui ces courants ressurgiraient immédiatement. Alors le clivage principal, il est évident. J'ai une formule un peu provocatrice, c'est volontaire, mais en gros, il va falloir choisir. Il va falloir choisir aujourd'hui, c'est la guerre aux milliardaires ou la guerre aux Arabes. Et ce choix, il est obligatoire. Il est obligatoire parce qu'on voit bien
que les questions... En gros, là, la cocotte minute, elle est en train d'exploser. Hein, la bombe à retardement et toute la médiocrité des gouvernements et de leurs décisions est en train de nous exploser à la figure. Donc tous les problèmes sont en train de surgir. On a une inflation gigantesque. Il y a plein de gens là qui vivent vraiment un appauvrissement concrètement de leurs conditions de vie. Et puis on a eu les émeutes il n'y a pas si longtemps. Donc on voit bien qu'il y a un problème aussi d'insécurité et de problématiques aussi de violence policière dans les cités notamment, mais aussi dans les manifestations. Bon, on voit bien que tous les problèmes sont en train de nous sauter au visage. Et donc il y a une cristallisation des tensions qui est en train de s'opérer. Le truc, c'est que si vous voulez faire la guerre aux Arabes, vous resterez du côté des problèmes. Vous ne serez pas du côté des solutions. Ça n'interdit pas de parler d'insécurité. Évidemment qu'il y a de l'insécurité, évidemment que c'est un sujet qu'il faut traiter. On a tous envie, on aspire tous à vivre dans une France qui est en paix et où on peut se balader en toute sécurité dans les rues. D'accord. On peut aussi parler sérieusement d'immigration. Mais quand on veut traiter ces sujets-là, on n'est pas du tout obligé de passer par les mots identité, islam et je ne sais pas quoi. C'est des problèmes avant tout qu'il faut régler sur le terrain socio-économique. Moi, si vous me trouvez un arabe, pour dire les mots, dans le 16e, ou qui a vécu à Versailles, et qui subitement s'est retrouvé être un dealer ou faire des agressions en bande organisée, peut-être je changerai d'avis. Le jour où vous m'en présenterez un, je changerai d'avis. Mais en l'état, la délinquance, elle est liée à la pauvreté. Et je ne parle pas simplement de la pauvreté économique, je parle d'une pauvreté au sens bourdieusien du terme, c'est-à-dire ne pas avoir de capital culturel, social et économique. Bon, donc ça, il faut être très clair là-dessus. Et pour aller enfoncer encore plus la porte, c'est qu'il faut choisir parce que vous ne pouvez pas avoir une France souveraine et une France libérale dans l'Union européenne. Ce n'est pas compatible, en fait. C'est-à-dire que l'Union européenne... On conclut, François Boulot. Et je conclus. Mais l'Union européenne, si vous voulez, c'est pas constitué la délégation des pouvoirs qui lui a été consentie. Ça s'est pas fait dans le ciel des idées platoniciens de manière totalement hors sol. Hein. L'Union européenne a été constituée parce que le pouvoir économique, les classes dominantes, y ont trouvé tout intérêt à organiser l'euro et le libre-échange pour pouvoir fixer les politiques économiques d'austérité et organiser le dumping social et fiscal qui a permis les délocalisations et donc l'augmentation des marges des grandes entreprises et donc faire exploser les dividendes. C'est pour ça que ce projet a été fait. Donc si vous voulez une France qui retrouve sa souveraineté nationale, qui reprend son destin en main, oui, il va falloir s'attaquer à la clé de répartition des richesses. Et évidemment, cette clé-là, ça implique de s'attaquer frontalement aux milliardaires et de leur dire, non, maintenant ça suffit, la récréation est terminée, il va falloir partager, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir relancer un vrai projet pour le pays. Si on veut réindustrialiser, il faut remettre un sentiment de justice et d'équité dans la société. Il n'y a que comme ça qu'on bâtira un horizon commun pour l'ensemble des Français, au-delà des ethnies, des religions, des races et de je ne sais quoi. Parce qu'au final, on en est là uniquement pour essayer d'avoir un peu de droit au bonheur et que chacun puisse goûter un peu à ce droit-là. Et en l'état, il me semble que les injustices sont trop criantes pour qu'on continue à les accepter. Merci beaucoup, François Boulot. Alors, avant de terminer cette table ronde, la parole à Charles Girard et ensuite à Stéphane Rosès. Bien, alors, je n'ai rien à ajouter à ce que vient de dire François. Je suis absolument d'accord avec ce projet. En revanche, et ça me permet de faire le lien, de faire une sorte de réponse aussi à Stéphane dans son intervention à l'instant, c'est que je suis absolument d'accord avec ces objectifs-là, mais on nous demande aussi de réfléchir aux techniques, même si ça vous gêne, aux techniques ou aux méthodes, aux procédures qui permettent d'aboutir à ça. Et il y a une idée, puisqu'il s'agit de fédérer un peuple pour qu'il puisse être acteur institutionnel, politique, etc. Il y a une méthode qu'on connaît très bien en France et qui consiste à constituer, précisément, à faire le pacte social, le contrat, et à créer du commun, précisément. Et pour ça, alors c'est très abstrait comme ça, mais en réalité, ça correspond à des choses, des procédures, des mécanismes, des rencontres extrêmement, j'allais dire, incarnées. Et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais, Stéphane, sur le fait que tu étais absolument hostile à toute 6e République, etc. Mais la 6e, on s'en fout. Enfin, c'est pas la question de la 6e. La question, c'est l'acte de fonder et de refonder une République, un commun, un espace commun où justement on ne cherche pas à diviser les gens. Au contraire, on cherche à rassembler les Celtes, les Romains, les Arabes, etc. Donc, cette
procédure-là et cet objectif à atteindre, il peut se décider, et il se décide collectivement. Et je reviens à quelque chose de concret qu'on a vu se faire sous nos yeux, c'est pendant, et tu es bien placé pour le savoir François, pendant la crise des Gilets jaunes, le réflexe, c'est pas un réflexe, le réflexe a d'abord été de gueuler contre la question des taxes. Et ensuite, la réflexion des gens qui n'étaient pas juristes, qui n'étaient pas spécialistes de quoi que ce soit, etc., a été progressivement de se dire, mais au fond, ce qu'il faut faire pour pouvoir agir sur cet étranglement, etc., c'est de repenser ensemble les moyens de faire la loi, de décider. Et donc, il faut refaire la Constitution qui est rien d'autre qu'une procédure de décision. Et bien ça s'appelle une assemblée constituante et une 6e République. Voilà. Merci Charlotte Girard. Alors Stéphane Rosès, pour conclure cette table Je ne ronde. sais pas si c'est pour conclure les... Il faut bien conclure, Stéphane Rosès. Je pense que les politiques et les citoyens, dans le chaos actuel, doivent d'abord se demander qu'est-ce qui agit le peuple. Et aujourd'hui, ce qui agit le peuple, c'est ni la guerre aux Arabes, parce que je ne vois pas en France de guerre aux Arabes, c'est ni la guerre aux milliardaires, je ne vois pas de guerre aux milliardaires menée. Ce qui agit le peuple dans ses contradictions sociales, moi je pense qu'il y a des classes sociales, je pense même qu'il y a une lutte des classes, mais je pense qu'une société, quand elle se fonde, depuis toujours, elle se fonde d'abord sur « nous allons prendre en main notre destin ». Et si les peuples se replient, y compris de façon régressive, c'est parce qu'ils se sentent dépossédés de la maîtrise de leur destin dans toutes les parties du monde, que les pays aient profité ou pas de la mondialisation. Tous les peuples se sentent dépossédés de leur destin. Donc le sujet est, pour les gens, ce qui rassemble les gens ici, c'est comment, dans le monde, en Europe, en France, reprendre la prise sur notre destin. Et ce qui bloque, selon moi, c'est le néolibéralisme. La France est archipélisée, il y a du séparatisme, il y a du repli, il y a des exacerbations, il y a des gens qui s'enferment dans leur territoire, mais ça a toujours été le cas. Mirabeau parlait des peuples de France. En 14, les régiments ne se comprenaient pas entre eux. Les Italiens étaient pourchassés à Marseille. Hein, je ne vois pas ça aujourd'hui à l'égard des Arabes. Je ne vois en rien ça. Non, le sujet que l'on a, c'est que ce qui nous tient ensemble, c'est le mouvement. C'est le fait de construire un avenir commun. La façon, on en a déjà parlé, François, la façon dont moi j'ai compris les Gilets jaunes, c'est une jacquerie au sens où il y a la question sociale et il y a la question de qu'est-ce qu'il est en train de faire le souverain. C'est Macron nourrit ton peuple. Il y a nourri et il y a ton peuple. C'est-à-dire, au fait, qu'est-ce qui détermine tes décisions? C'est le peuple ou c'est des oligarchies? Et je pense que si on fait sauter le bouchon du fait d'articuler la question nationale, la question sociale, la souveraineté de la nation, la souveraineté populaire, si on arrive à faire sauter ça, alors les institutions, dans leur fonctionnement et dans leur finalité, correspondront aux équilibres, aux rapports de force, aux rapports sociaux. Là, effectivement, on veut, à coup de forceps, au nom du libéralisme,
faire progresser l'ultralibéralisme. Mais ce qui bloque, ce sont les lois, ce sont les procédures européennes. C'est le fait que quand un peuple vote telle chose dans un référendum, c'est contourné. Ce que disait tout à fait Benjamin tout à l'heure, très bien, entre le juge et la législation. Donc moi, je suis beaucoup plus optimiste sur ce qui fonde 80% des Français. Les Français, même ceux qui s'abstiennent, et surtout ceux qui s'abstiennent, les Français veulent retrouver la maîtrise de leur destin. Ils veulent retrouver leur souveraineté. Et alors là où les choses se compliquent, c'est effectivement, c'est comment on fait. Quelles sont les procédures, les techniques? Et selon moi, le sujet premier, c'est l'articulation entre la France, l'Europe, l'État et la nation, parce que ça a été dit, ce que fait l'État est l'inverse, non seulement des intérêts de la nation, non seulement des intérêts sociaux, mais des façons d'être et de faire des Français depuis des siècles. Merci Stéphane. Bon, vous aviez raison, on ne conclut jamais tout à fait. Benjamin Morel, peut-être pour une réaction. Oui, rapidement. Je suis fondamentalement d'accord avec ce que disait Stéphane, qui pique sur les langues régionales, mais le fait d'avoir des cultures locales n'a jamais posé problème dans l'histoire. Aujourd'hui, les gens qui se radicalisent sur ces sujets-là sont des gens qui, en fait, n'ont plus de projet national, parce qu'on leur a dit « la nation, c'est sale, c'est pas bien, etc. » Et donc, comme tout individu a quand même besoin de s'inscrire dans un projet collectif, il trouve des projets collectifs de substitution. C'est le cas pour le régionalisme, c'est le cas également, évidemment, en banlieue, etc. Un projet national, c'est le ferment. On est un peuple politique, c'est le ferment d'une capacité à s'inscrire dans un commun. Et donc ça nous manque. En revanche, je rejoins tout à fait Charlotte sur un point. Ne négligez pas la technique. Je vais jouer un peu mon juriste embêtant, mais la technique est fondamentale. On ne peut pas dire le problème n'est pas qu'institutionnel. Le problème, n'est pas institutionnel. Le problème est également institutionnel, et je dirais qu'il est multifactoriel d'un point de vue institutionnel. Parce qu'en effet, l'Union européenne est un problème. Mais nos gouvernants ne sont pas neutres. On l'a évoqué notamment hier dans la construction de l'Union européenne. Au Conseil des ministres, bon sang, les ministres français siègent. Et de même que les députés français. Et donc, il y a un sujet aujourd'hui. Nos gouvernants que nous avons élus, que nous avons choisis, font le jeu de cette Union européenne à deux endroits. D'abord parce que vous allez avoir dans les traités, et c'est là où également la technique est importante, des éléments qui vont être inscrits, qui vont permettre aux juges, à la CJIE, au Conseil constitutionnel, au niveau interne, de prendre des décisions à la place du peuple, avec des politiques qui, en règle générale, disent écoutez, c'est déclaratoire, etc. C'est joli, ça fait beau. La réalité, c'est que cette ignorance du droit a beaucoup participé à une construction par le juge de politiques de plus en plus intégrationnistes. Donc il faut faire attention à ce que l'on met dans les traités. Ensuite, il y a quand même un problème de représentativité, désolé de le dire. Là, on dit « oh, l'Assemblée est ingouvernable, etc. » Mais regardez la précédente. Les députés LaREM-MoDem, vous avez 17% des Français qui ont voté pour un député LaREM-MoDem au premier tour des législatives de 2017. Stabilité parlementaire, certes, majorité absolue de 60%. Mais quelle stabilité politique et quelle légitimité ensuite s'inscrit dans cet attachement-là? Vous voyez que là-dessus, on a quand même des sujets institutionnels. Si on veut être plus représentatif, si on veut avoir, à travers notamment des référendums, une possibilité d'expression du peuple, il faut penser institutions. Et les institutions, et je conclurai là, ça n'est pas que les institutions politiques. C'est également les institutions sociales et le débat public. Si aujourd'hui vous n'avez pas une démocratie qui va bien, des États-Unis à la Pologne, de la Suède au Portugal, ce n'est pas la Ve République en effet. Ce n'est pas non plus le cas franco-français. On est dans une crise profonde du débat public. Acceptons de nous scandaliser 5 secondes. On n'a pas eu de campagne présidentielle. Les médias avaient mieux à faire, guerre en Ukraine. On n'a pas eu de campagne des régionales et des départementales. Les médias avaient mieux à faire. À l'époque, c'était la Covid. Comment voulez-vous parler des vrais sujets? Comment voulez-vous parler des débats que nous avons eus ce week-end si jamais vous avez des médias qui jugent que ça n'est pas important? Si on ne réforme pas l'espace public, on n'y arrivera pas en réalité. Et je crois que c'est un point central et un point aveugle qu'on doit réellement avoir en tête, et je dis ça en grenouillant dans les médias. La Révolution française, ce n'est pas d'abord des institutions.
La Révolution française, c'est des clubs qui s'ouvrent, c'est 5000 journaux, c'est un peuple qui débat. Si nous ne sommes pas capables de porter ce débat dans l'opinion, via notamment les médias, eh bien on n'y arrivera pas. Merci Benjamin. Bon, voilà, un tout petit mot alors François. C'est tout petit. C'est juste que je n'ai pas dit comment on fait. Et donc, on se bat en fait, tous les jours, sans relâche. On essaie d'être utile, chacun à son niveau. Et quand on flanche et qu'on a un coup de mou, parce que ça nous arrive à tous, on essaie de se souvenir de cette phrase de Bertolt Brecht qui disait « Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. » Merci beaucoup François. On devait terminer à 10h45. Est-ce qu'on a le temps? Je tourne vers Non. Bon, on vous remercie. Il n'y aura pas de questions dans la salle. On est désolé, mais on est vraiment ce matin pris par le temps. Merci beaucoup.